Costa. Bonjour. Alors, vous êtes expert en sciences politiques et particulièrement sur le système institutionnel de l'Union européenne, sur la question démocratique dans l'Union et sur la représentation parlementaire et la représentation d'intérêts en Europe. Vaste programme. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au sein du Centre Mhm. de recherche politique de Sciences Po Paris, le CEVIPOF. Vous avez enseigné dans de nombreuses universités et écoles, à Paris, Washington, Kyoto, Bruxelles ou encore Rome. Et vous êtes auteur de nombreux livres sur le sujet. Et certains ne le savent pas, mais vous êtes aussi un super dessinateur qui a Mhm. notamment commis deux ouvrages. Un premier sur les trésors automobiles du XXe siècle, dont nous mettrons les références sur YouTube avec des dessins remarquables. Et puis des chroniques d'un voyageur mécontent, un recueil humoristique de récits que vous avez illustré. Donc ça, je me permettrai de mettre le lien pour que nos auditeurs puissent aller consulter un peu ces travaux originaux. Mais avant de se lancer dans notre échange, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené à vous passionner pour les sciences politiques et plus particulièrement sur le sujet européen? Il y a toujours deux façons de raconter son cursus professionnel. On peut faire des rationalisations ex post ou on peut dire la vérité. La vie est faite de hasard. Moi, à l'époque, j'ai fait Sciences Po parce que je ne savais pas quoi faire après le bac et que ma sœur avait fait Sciences Po, que ça plaisait à mes parents, donc j'ai fait ça aussi. Ensuite, une fois que j'étais à Sciences Po, j'étais particulièrement intéressé par les questions européennes. J'étudiais à Strasbourg où il y avait quand même une forte présence européenne. J'avais un oncle qui travaillait à la Commission européenne et Ah oui. ça m'intéressait beaucoup. Et ensuite, quand j'ai dû faire mon DEA, les masters recherche de l'époque, c'était un DEA qui était orienté sur les questions européennes. Donc, ça m'a bien tenté. Et voilà, les choses se sont faites un peu comme ça. Je dirais un mélange d'intérêt et de hasard qui m'a amené à faire une thèse à l'époque sur le fonctionnement du Parlement européen. J'ai été un des premiers politistes en France à m'intéresser à l'Union européenne. À l'époque, mes camarades me disaient que c'était une drôle d'idée que de travailler sur le Parlement européen, que ce n'était pas un objet de science politique parce qu'il n'y avait rien de politique au Parlement européen. Moi, je n'étais pas d'accord, je demandais à voir, et donc le but de ma thèse, c'était un peu de comprendre comment le Parlement européen fonctionnait. Et il y a de la politique au Parlement européen. Et donc voilà, et ensuite, moi, je suis arrivé sur le marché de l'emploi scientifique. À un moment, on commençait à se dire qu'il fallait étudier ces choses-là, et donc ça m'a permis de trouver un job assez facilement. Alors, l'Europe, elle est décriée depuis de nombreuses années. La France et les Pays-Bas ont notamment dit non au référendum de Maastricht. On a assisté évidemment au Brexit il y a quelques années. Les médias développent l'idée que l'Europe elle est déclassée également au niveau technologique face aux géants GAFAM ou BATX. Alors, au niveau économique, au niveau politique, militaire, où en sommes-nous? Est-ce que c'est grave, docteur? Tous les systèmes démocratiques sont décriés aujourd'hui. À dire, moi, ce discours sur l'euroscepticisme, je l'entends sans cesse. Déjà, souvent, c'est des discours qui sont assez faiblement argumentés. Et quand on regarde aujourd'hui les résultats des dernières enquêtes sur le rapport des citoyens à l'Union européenne, c'est beaucoup moins mauvais que ce qu'on veut bien dire. Je dirais que de certaines manières, le Covid et la guerre en Ukraine ont rendu service à l'Union européenne parce qu'elles ont permis aux citoyens de comprendre à nouveau à quoi ça sert. Ensuite, il y a clairement une peur du déclassement en Europe, on va dire dans les pays les plus avancés économiquement et socialement dans le monde. Et évidemment, on a peur de perdre sa place face à des puissances émergentes qui font plus qu'émerger. Et cette peur du déclassement, qu'un déclassement économique, qu'un déclassement culturel, qu'un déclassement social, la peur aussi du déclin environnemental, tout ça nourrit, je dirais, un certain nombre d'angoisses dont les populistes savent bien s'emparer. Et les populistes sont généralement des eurosceptiques. Donc il y a un contexte qui rend les choses pas faciles pour l'Union européenne, qui est un système qu'il est facile de critiquer et difficile de défendre. Vous l'avez remarqué, il y a plein de gens qui s'expriment dans l'espace public pour dénoncer tous les travers de l'Union européenne, ce qui peut être très bien aussi, parce que la démocratie, c'est la critique aussi. Mais il n'y a jamais personne pour parler en faveur de l'Union européenne et aucun responsable politique européen venant de Bruxelles ne vient jamais à la télévision ou à la radio pour expliquer que peut-être ce qui se dit est pas tout à fait vrai. Donc on a quand même une communication très asymétrique sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec pléthore de gens qui sont là pour raconter un peu tout et n'importe quoi sur l'Union, et assez peu de gens qui sont là pour essayer de rétablir
pour essayer de rétablir la vérité. Donc, la conjonction de tous ces facteurs, cette critique facile, cette peur du déclassement, cette difficulté aussi parfois à comprendre ce qu'est l'Union européenne, tout ça ne rend pas les choses faciles pour l'Union européenne. Mais encore une fois, moi, je ne souscris pas à l'idée que les citoyens seraient massivement hostiles à l'Union européenne parce qu'on ne le voit pas dans les enquêtes d'opinion, notamment récentes. Et puis ensuite, on va aller dire, par exemple, le Parlement européen, ces élections, c'est de la blague, il est mal élu. Ben non, moi je constate que le Parlement européen, il est mieux élu que l'Assemblée nationale française. En 2019, on a eu 50% de participation aux européennes, alors on pourrait faire mieux que 50%, hein. 75, ça serait mieux, mais en attendant, pour les législatives, les 2 dernières fois, on a eu 46 et 47. Donc voilà, il faut relativiser un petit peu les choses et sortir peut-être un peu comme ça, des trivialités sur l'Union européenne qui ne sont pas forcément vraies. Alors, on va peut-être insister sur 2 points, et très rapidement peut-être, mais au niveau technologique, est-ce qu'on constate une espèce de dérive européenne par rapport aux géants technologiques qu'on a en Chine et aux États-Unis notamment? Et deuxième point, la guerre est à nos portes. On le voit évidemment en Ukraine, mais on le voit aussi avec ce qui se passe malheureusement en Israël. Quelle est la réaction possible européenne au niveau militaire? Donc technologique et militaire, peut-être rapidement. Technologique et militaire. Dans les 2 cas, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'Europe ou est-ce qu'on parle de l'Union européenne? Que ce soit sur la question technologique ou sur la question militaire, l'Union européenne n'a pas spécifiquement de compétences. Alors, est-ce que l'Europe, en tant que continent, est en voie de déclassement technologique? Oui et non. Il y a des domaines dans lesquels on continue à faire très bien et d'autres continents ont des difficultés aussi. Maintenant, le gros avantage qu'ont des ensembles comme les États-Unis ou comme la Chine, c'est la force de frappe. Parce que quand on parle d'investissement dans la recherche, on parle essentiellement en Europe de la compétence des États membres, compétence dans le domaine de la recherche, mais qui est quand même relativement limitée. Et il est évident que les GAFAM ou le gouvernement chinois ont une capacité à déclencher, nourrir, financer une politique industrielle et de recherche infiniment plus efficace que celle de l'Union européenne. Donc là, il y a des enjeux qui sont absolument cruciaux, qui consistent à dire pour les États membres de mettre en commun un certain nombre de moyens, notamment en termes de recherche et de développement, parce que ça n'a aucun sens qu'on continue à financer dans les 27 États membres de l'Union européenne 27 projets de recherche parallèles, ou peut-être 250 si on se situe au niveau des entreprises, là où les Américains, les Chinois ont une capacité de coordination qui est beaucoup plus grande. Oui. Et est-ce que c'est possible, justement, quand on voit ce qui se passe au niveau militaire, pour faire le point avec la deuxième partie, on voit qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une politique Tout commune. à fait. En matière militaire, l'Union européenne a encore moins de compétences qu'en matière de recherche, parce qu'en matière de recherche, il y a une compétence d'appui qui permet à l'Union européenne de développer ses propres programmes de recherche, mais qui sont handicapés par la faiblesse des moyens budgétaires disponibles. En matière militaire, c'est encore pire. Et on sait bien, c'est un vieux débat. Ça fait 40 ans qu'on parle de la nécessité d'avoir une industrie militaire européenne, mais là, il y a des tensions très fortes entre les États qui sont liées à toute une série de facteurs. C'est lié d'abord au fait que parmi les 27, il y a tout simplement des États qui ont des armées, une politique militaire ou de défense un peu ambitieuse, une industrie militaire, et d'autres qui n'en ont pas. Il y a aussi des États qui, certains regardent plus du côté de Washington, d'autres regardent plus du côté de Bruxelles. Tout le monde n'a pas la même conception de la place de l'Union européenne dans le monde de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a des enjeux qui sont très nationaux. On peut prendre 2 exemples, la France et l'Allemagne. Rien ne se passera en matière d'industrie militaire sans la France et l'Allemagne, mais on voit bien qu'il y a des stratégies et des intérêts qui sont très divergents en la matière, parce que voilà, les Allemands jouent un petit peu solo en la matière, parce que les Allemands ont développé une forme de dépendance énergétique à la Russie et de dépendance à la Chine pour ce qui est de l'écoulement de leur production industrielle. Les Français, eux, sont dans une approche très différente, parce qu'on a cette vieille tradition gaullienne d'une France qui se veut une France puissance, et cette puissance, elle s'exprime très fortement dans l'existence d'une industrie militaire très proche de l'État, qui vit beaucoup de la commande publique. Les Français voudraient étendre ce paradigme à l'Union européenne, les Allemands ne sont pas très partants, et donc voilà, on est dans cette situation très bizarre où les Français font des propositions pour développer à l'échelle de l'Union européenne une politique industrielle de défense sur le modèle de ce qu'on a en France, mais les autres vont soupçonner la France de vouloir
vouloir utiliser l'Union européenne au fin dans le sens de ses propres intérêts. Et de l'autre côté, l'Allemagne qui vient de décider d'enfin se doter d'une défense digne de ce nom et d'investir 100 milliards d'euros là-dedans, mais on a le sentiment qu'ils vont acheter quand même pas mal de matériel américain. Donc là, effectivement, il y a des problèmes politiques de coordination des approches qui font que l'Union européenne est toujours un petit peu en panne sur ce sujet. Alors, autre sujet, l'Europe est connue pour être la championne de la régulation. Alors, est-ce que c'est une réalité finalement, hein? Et est-ce que c'est éventuellement une force ou une faiblesse? On a vu des amendes records ces derniers temps contre les géants de la technologie. Est-ce qu'on finalement on est capable de le mettre en place et est-ce on est capable d'y arriver, de réguler ces géants de la tech? Alors l'Europe, elle est le champion de la régulation, tout simplement parce qu'il n'y a que ça qu'elle sait faire. En matière de politique économique, on a l'habitude de distinguer trois types de politique économique. Des politiques de régulation. Alors, on va adopter un certain nombre de normes, on va adopter des lois pour avoir une meilleure concurrence, pour stabiliser les marchés, pour lutter contre l'inflation, pour protéger les consommateurs, pour ouvrir les marchés publics. On peut faire des politiques de redistribution. On va prendre de l'argent aux riches pour donner aux pauvres ou l'inverse. Et on peut faire des politiques, ce qu'on appelle d'allocation d'investissement, prendre l'argent public pour investir dans les infrastructures. L'Union européenne, essentiellement, depuis les années 50, elle fait que de la régulation parce que c'est ça qu'on lui demande de faire. On ne lui a jamais donné les budgets pour devenir un État-providence. On n'a jamais donné à l'Union européenne les moyens d'avoir des politiques d'investissement et encore moins de faire de la redistribution parce que qui dit redistribution dit un peu européen, taxation, ça touche beaucoup à la souveraineté. Donc, effectivement, l'Union européenne s'occupe avant tout de régulation et essaye d'agir sur l'environnement économique par les outils de la régulation. Alors, ce n'est pas forcément des trucs répressifs, hein. Toute la construction du marché intérieur, c'est de la régulation. C'est demander aux États de supprimer les tarifs douaniers entre eux, de supprimer les entraves à la libre concurrence, c'est reconstruire des normes à l'échelle du grand marché. Et ça a été très, très efficace d'un point de vue économique. Alors, plus spécifiquement sur la question que vous avancez, de la régulation d'un certain nombre de sujets comme le réchauffement climatique, essayer de réguler les GAFAM, protéger les droits des consommateurs, notamment sur Internet. Aujourd'hui, la régulation de l'intelligence artificielle, c'est le dernier dossier en date. Il est clair que l'Union européenne est beaucoup plus avancée sur tous ces sujets-là, qu'elle a les moyens juridiques d'adopter ces régulations. Alors, taxer, ça c'est un peu plus compliqué, mais on voit bien quand même que les GAFAM, il y a un bras de fer avec l'Union européenne et qu'il y a quelques victoires déjà qui ont été gagnées. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on est en train de constater depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. C'est le fait que les normes qui sont adoptées par l'Union européenne tendent à devenir des standards internationaux. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand les États, pas l'État fédéral, mais les États des États-Unis se penchent par exemple sur les droits des citoyens sur le web, notamment en termes de protection de leurs données, ils ne vont pas s'embêter à réfléchir, ils vont prendre le RGPD, ils vont le lire et ils vont le copier-coller. Donc, on a quand même l'Union européenne qui a une capacité ici à imposer un style en matière de régulation. C'est pareil, je dirais, sur les questions environnementales et climatiques. Alors, souvent, on bat notre couple on est nul, etc., etc. Mais ce n'est pas vrai. Les normes européennes sont un nouveau standard. Il y a 30 ans, on parlait d'effet Californie. C'est-à-dire, tout le monde regardait les normes californiennes en matière environnementale, sur les voitures, les émissions polluantes, en disant c'est ça le standard. Aujourd'hui, le standard, c'est un standard européen. Et ça, l'Union européenne sait le faire et ça commence à être efficace. Alors, on parle de technologie, évidemment. En matière de technologie, et on l'a vu récemment, il y a un impact très fort, ou en tout cas, il y a une possibilité de désinformation très forte avec tout ce qui est fake news et tout ce qui est campagne d'influence qu'on a vu, évidemment, avec la Russie et Wagner, mais également dans la campagne aux États-Unis, etc. Est-ce que vous pensez que l'Europe est fragile et que les démocraties européennes sont fragiles par rapport à la stabilité politique et sociale de leur pays face à ces moyens de désinformation extrêmement lourds qui sont déployés aujourd'hui face à elles, face à eux? Oui, l'Europe, elle est fragile, je dirais, pour deux raisons. Plus un système est démocratique et plus il est fragile par rapport à ça.
la désinformation en Corée du Nord, au Yémen, c'est pas une grande problématique parce que de Ça toute serait manière, on n'a presque de pas. l'information, la désinformation là-bas. Exactement, c'est le standard. Donc, on n'a pas d'espace public, on n'a pas de médias libres, on n'a pas de débat démocratique. Et donc, la désinformation ne compte pas beaucoup, puisque c'est la désinformation à flux tendu. Dans des sociétés démocratiques comme les sociétés européennes ou comme les États-Unis ou le Canada, c'est beaucoup plus problématique parce qu'on a un jeu qui était un jeu démocratique bien installé. Euh, on a toujours eu des gens qui étaient avançaient des arguments qui étaient un peu fallacieux, mais c'était pas fait de manière industrielle avec toute la technologie qu'il y a derrière. Et donc, on a vraiment des sociétés qui sont fragiles par rapport à ça, parce qu'il y a une faible régulation de l'information, ce qui est le principe même de la démocratie, et qu'il est difficile de lutter contre la désinformation sans encadrer l'information. Là, on a un peu un casse-tête. On a vu il y a 10 ans, quand ça a commencé, ces histoires de fake news, de haine sur les réseaux sociaux, une grande volonté dans pas mal de pays, à l'échelle de l'Union européenne aussi, de réguler tout ça. Et très vite, on s'aperçoit qu'il est excessivement difficile de réguler ces questions-là sans porter atteinte à la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'un discours violent? Qu'est-ce qu'une fake news? Qui doit en juger? Est-ce qu'on doit demander aux médias de s'autoréguler? Est-ce qu'on doit créer des agences pour le faire? C'est des problématiques hyper complexes. Je dirais qu'on progresse. On progresse parce que les gens aujourd'hui sont mieux éduqués, sont mieux informés, ne croient plus tout ce qu'ils lisent. Les médias commencent à faire un certain nombre d'efforts. Je dirais qu'on a peut-être passé le pic de la désinformation, même s'il y a de nouveaux trucs qui sont très problématiques. Le fait qu'il est excessivement facile aujourd'hui de faire des deepfakes avec des vidéos qui sont fausses de A jusqu'à Z, où on fait dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y aura toujours des gens assez idiots ou mal informés ou naïfs pour le croire. La deuxième difficulté particulière que l'Union européenne a face à ces vagues de fake news, notamment celles qui sont orchestrées du côté du Kremlin, c'est que l'Union européenne, c'est pas un État fédéral. L'Union européenne n'a pas de service de contre-espionnage. L'Union européenne n'est pas équipée comme un État comme peut l'être les États-Unis ou même la France pour se prémunir contre ces méfaits. Alors, il y a des services qui luttent contre la cybercriminalité, etc. Il y a des mobilisations. Le Parlement européen s'est beaucoup penché sur la question ces dernières années, mais je dirais que les moyens humains et logistiques manquent à l'échelle de l'Union européenne pour arriver à se défendre contre ça. Et je pense que c'est un enjeu absolument majeur, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a un nombre croissant d'États dans le monde qui ne sont pas des démocraties, avec des leaders qui sont des leaders autoritaires, qui sont fiers d'être ainsi, qui rejettent d'une certaine manière le standard de la démocratie libérale tel qu'on le connaît dans l'Union européenne. Mais le problème, c'est qu'ils ne se contentent pas de ça. Il ne leur suffit pas d'être des leaders autoritaires qui s'assument. Encore faut-il qu'ils portent atteinte aux démocraties libérales, parce que c'est ça qui fait rêver dans les pays. Les gens qui sont des opposants politiques en Corée du Nord, dans un certain nombre de pays d'Afrique ou en Russie, ce qui les fait rêver, ce qu'ils regardent, bah, c'est les pays où la libre expression est la norme et la liberté de l'information est la norme. Donc, si les Russes déploient tant d'énergie à essayer d'interférer dans les élections, on pense au Brexit, on pense à l'élection de Donald Trump, on pense les dernières élections en France, les dernières élections européennes, si le Kremlin soutient des partis politiques comme le Rassemblement national, si le Kremlin est à la manœuvre pour soutenir tous les mouvements qui auraient vocation à déstabiliser un peu la société, du type Gilets jaunes ou les émeutes de banlieue, etc., via les réseaux sociaux, avec des milliers de comptes qui sont animés par des robots qui vont aller partager, retweeter, etc., c'est qu'il y a vraiment un projet qui vise à nuire aux démocraties libérales, qui sont un caillou dans la chaussure de M. Poutine. S'il n'y avait pas de démocratie libérale, il aurait pu aller tranquillement en Ukraine, personne n'aurait rien dit. Parce que ceux qui ont protesté, c'est qui? C'est pas les Chinois, c'est pas les pays africains, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas Cuba, c'est l'Union européenne et les États-Unis pour l'essentiel. Alors, nous avons écrit avec Anne Beaufumé et Jérôme Bonduc le livre La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous pensez que l'Europe, elle aurait besoin de faire une grande révolution? Vous êtes un observateur aguerri de toutes les institutions européennes et même au niveau géopolitique. Vous voyez bien un peu les mouvements qui s'amorcent et ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous auriez éventuellement, alors je vous demande peut-être beaucoup, mais des solutions? Vous avez la capacité, vous êtes le président de l'Europe, vous avez tous les pouvoirs. Qu'est-ce que, si jamais c'était le cas pour le président de l'Europe, vous avez des solutions pour améliorer l'Europe? Qu'est-ce que vous faites?
Ça dépend ce qu'on entend comme par révolution. Est-ce que la révolution, c'est la révolution française où on va couper des têtes et brûler des châteaux, ou est-ce que c'est simplement le mouvement? On peut penser à la révolution de la Lune autour de la Terre. Moi, je pense que la vie politique, c'est la révolution permanente, en ce sens qu'il ne faut pas rester immobile, sinon on se laisse dépasser par les événements et on n'est plus capable de les affronter. Il n'y aura jamais de révolution au niveau européen en ce sens de réformes massives et spectaculaires, de renversement de la vapeur, parce que de toute manière, parce que le système est incapable de fonctionner ainsi. On est dans un système qui doit équilibrer les visions, les attentes de 27 États membres, de différentes institutions. On essaye de représenter tout à la fois les citoyens et les États et les forces de l'économie et de la société. Et il n'y aura jamais de révolution, parce que quand bien même il y aurait des changements massifs de politique, par exemple, dans 3-4 États membres, ça ne suffit pas à faire basculer les choses. En revanche, ce qu'il faut, et ça c'est impératif, c'est que l'Union européenne reste mobilisée dans sa capacité à saisir les nouveaux enjeux et à agir. Et là, je dirais que la séquence des 15 dernières années est relativement rassurante, parce que l'Union européenne, qui est très mal équipée pour affronter les crises, parce qu'on n'a pas de centralisation du pouvoir, par définition, il n'y a pas de président, comme on peut en avoir en France, il n'y a même pas de Premier ministre capable de prendre des mesures rapides, énergiques. Et néanmoins, malgré ces handicaps, l'Union européenne a réussi à gérer la crise financière, à gérer flux migratoire d'il y a 10 ans, à gérer ensuite le Brexit, le Covid, la guerre en Ukraine, de manière relativement satisfaisante. Donc révolution, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de violent, ça veut dire quelque chose d'agile. Maintenant, moi, il y a un truc qui me préoccupe, c'est une forme de puérilité des citoyens aujourd'hui qui sont sans cesse en attente que les responsables politiques règlent les problèmes malgré eux. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire, on va interroger les gens. Est-ce que vous pensez qu'il faut que les autorités publiques soient beaucoup plus énergiques dans la lutte contre le réchauffement climatique? Tout le monde va répondre oui, 80%. Mais personne n'a envie de faire les efforts qui sont nécessaires et tout le monde va se plaindre des mesures qui seront prises. Si on empêche les gens d'aller à Dubaï en week-end, ça ne va pas aller. Si on leur demande de laisser tomber des SUV pour s'acheter des Twingo, ça ne va pas aller non plus. Donc il y a une espèce de rapport très paradoxal aujourd'hui à la politique. Il a toujours existé, mais il l'est de plus en plus, je trouve, qui consiste à attendre des responsables politiques des choses qu'on n'est pas prêt à accepter. Ce qui est la quadrature du cercle. Et finalement, ça donne énormément de grain à moudre aux populistes, qui sont les gens qui finalement promettent de régler tous les problèmes sans que ça soit douloureux pour l'électorat. Alors, on va régler tous les problèmes de la France en foutant les réfugiés à la mer, ça réglera le problème. Ou à l'extrême gauche, on va régler tous les problèmes de la France en allant emprisonner les banquiers. Le problème, c'est que c'est des solutions très simples, mais qui ne fonctionnent pas, on le sait. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de maturité des citoyens. On sait, on le mesure, il y a des indices de compétences civiques qui déclinent ces dernières années. Les gens sont de moins en moins au fait de la manière dont fonctionnent les institutions, des grands enjeux de politique, et sont de plus en plus irresponsables dans leur rapport à la politique, en attendant des responsables politiques des actions et en se plaignant de ces actions sitôt qu'elles arrivent. Donc là, on est dans quelque chose de paradoxal. Alors, on va invoquer des grandes figures. Ah, ce qu'il nous faudrait, c'est un De Gaulle, etc., etc. Mais moi, je trouve ça assez inquiétant, parce qu'un De Gaulle, c'est quelqu'un qui arrive une fois qu'il y a eu la guerre, une fois que Ouais. tout est à reconstruire. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en arrive là pour que les citoyens acceptent? Est-ce qu'il faut qu'on en arrive, par exemple, à un crash complet de l'environnement pour accepter un régime autoritaire de je ne sais pas quel illuminé vert qui va dire, bon, maintenant, voilà, je vous prive définitivement d'aller en vacances à Dubaï, vous irez en Corrèze. Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là pour que les gens soient conséquents et responsables? C'est un petit peu ça qui est une source d'inquiétude pour moi. Et moi, je ne crois pas du tout dans la magie politique, dans la capacité des leaders à changer les choses contre la population. Donc, d'une certaine manière, les initiatives, elles doivent venir du côté des citoyens. Je suis très inquiet du discours anti-parlementaire qu'on entend partout ici. Moi, je ne veux pas voter, tous des cons, tous pourris. D'accord, mais qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce qu'ils font au niveau individuel ou au niveau collectif pour faire en sorte que les choses changent? Il y a une espèce d'incapacité à comprendre que l'État, c'est nous, et que la politique, c'est la gestion du collectif, et que ce n'est pas l'attente d'un leader qui arrivera à trouver l'équation parfaite pour sauver la planète, faire repartir la croissance sans que ça soit douloureux pour personne.
Alors, vous avez parlé de films ou de fiction. Il y a une fiction qui est géniale sur le Parlement européen. Ça s'appelle Parlement et je conseille à tout le monde de la regarder. Si vous deviez pitcher en 1 minute pour valoriser l'Europe, qu'est-ce que vous pourriez dire pour nous faire aimer l'Europe ou nous donner envie de nous y intéresser? Bah, je dirais que l'Europe, c'est une machine qui est là pour régler des problèmes. Et sitôt qu'elle essaye d'être autre chose que ça, elle se plante. Je pense que les citoyens, la plupart, 95% des citoyens, sont très attachés à leur identité nationale ou régionale, à leurs institutions nationales ou régionales. Et il ne faut pas essayer de leur faire aimer une constitution européenne, un Parlement européen, un président européen. Il faut garder la vision très fonctionnelle qu'on avait de l'Europe dans les années 50, une organisation qui est là pour régler des problèmes. Alors, dans les années 50, c'était assurer la paix, assurer la reconstruction. Aujourd'hui, c'est peut-être s'occuper de problématiques dont on sait très bien qu'elles ne peuvent pas être gérées efficacement au niveau national, la lutte contre le réchauffement climatique, la gestion des migrations, la défense de la place économique de l'Europe dans un monde de plus en plus concurrentiel où nos partenaires sont de plus en plus agressifs, assurer notre autonomie énergétique, assurer notre autonomie dans les biens fondamentaux comme les médicaments, l'appareillage médical, la haute technologie et ce genre de choses-là. Et je pense qu'il faut voir l'Union européenne comme ça. Alors, c'est une machine qui est compliquée parce qu'elle fabrique des politiques qui sont compliquées, qui doivent s'appliquer à un grand nombre d'États qui n'ont pas forcément tous les mêmes envies, les mêmes intérêts et les mêmes visions. Donc, ça ne sera jamais simple. Il faut juste accepter le fait que ça soit ainsi. Mais moi, il y a plein d'autres choses que je trouve très, très compliquées, que les gens trouvent très simples. Moi, je regarde la Coupe du Monde du rugby, je ne comprends rien à la manière dont tout ça est organisé. Je ne comprends pas comment on compte les points. Je regarde l'Eurovision, je ne comprends rien au système. Donc, l'Union européenne, ce n'est pas si compliqué que ça si on accepte d'investir un tout petit peu de temps pour analyser comment ça fonctionne et accepter aussi l'idée qu'on ne peut pas considérer par défaut que c'est complètement débile. Olivier Costa, merci de cette interview. Nous arrivons à la fin. Est-ce que vous pourriez nous donner un conseil ou donner un conseil à nos auditeurs pour ceux qui s'intéressent à l'évolution du monde? Moi, je pense qu'il faut que les gens s'engagent et s'informent. Je ne sais plus qui avait dit il faut s'occuper de politique avant que la politique s'occupe de vous. C'est exactement ça le message. Il ne faut pas être les victimes d'un système politique. Il ne faut pas être les victimes des politiques qui se décident, mais il faut tout simplement s'engager. Alors, s'engager, ça veut dire commencer par s'informer et éventuellement aller s'investir en politique, devenir candidat, militer. Moi, je suis toujours frappé par les gens qui critiquent à libitum la classe politique française ou autre. Ben, moi, chacun est libre de se présenter, chacun à son niveau municipal, départemental, national, c'est possible. On a vu ces dernières années un grand renouvellement de la classe politique française. On a eu des centaines de parlementaires qui sont arrivés à l'Assemblée nationale qui étaient des novices en politique. Pour les élections européennes l'année prochaine, on estime que 70% des députés seront des nouveaux élus. Donc il y a ce renouvellement et il faut que les gens qui s'intéressent un petit peu à ces questions s'engagent et ne contentent pas de rester sur les réseaux sociaux à déblatérer parce que ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Eh ben, on va vous remercier, Olivier Costa, et le mot-clé, ça sera l'engagement. Merci et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.